bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai l'honneur d'animer cette deuxième conférence de l'après-midi et j'ai le plaisir d'être en présence de Christine Collin, de François Gobillard et de Catherine Perry que je vais laisser se présenter. Voilà. Bonjour, donc je suis Catherine Perry, je suis la responsable du pôle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Catherine. Christine? Bonjour, donc je suis Christine Collin, chef du pôle développement managérial et coaching du ministère des Armées. Merci Christine. François? Bonjour à tous, François Gobillard, donc je suis directeur de projet au service accélération des transformations de la DITP. Merci. Et donc moi, Guillaume de Tocq, je travaille à l'École nationale de la magistrature. Alors pour débuter cette table ronde, dont la thématique est coaching, imposture ou juste posture, il nous a semblé intéressant qu'entre gens sérieux qui ne se prenaient pas au sérieux, on puisse démarrer par une petite vidéo. À la demande générale, un épisode du Point sur les Y sur la mode du coaching. Alors, je ne suis pas coach, mais je ne peux que vous conseiller de vous abonner à ma chaîne YouTube, me demander en contact sur LinkedIn et surtout, de rester subtil et sobre dans votre communication sur les réseaux sociaux. On peut parler de mode du coaching. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont un coach que de gens qui ont une trottinette électrique. Il y a des coachs en tout. Coach sportif, coach en entrepreneuriat, coach en amour, en image, en rangement, en jeux vidéo, ça existe. Au moins, c'est précis, parce que sinon, il y a aussi les coachs de vie. Ouais, coach de vie. Coach, c'est quand même la seule profession où tu peux te spécialiser dans la vie. Moi, coach de vie, ça me fait penser à un mec accompagné de deux vieilles filles en jupe longue qui squattent devant un chariot avec écrit dessus « Avez-vous vraiment lu la Bible ?» Coach de vie. On dirait que le coach a remplacé le psy. Et parce que les gens ne veulent plus ressasser le passé, parler de leurs problèmes. Ils veulent regarder l'avenir, passer à l'action. You gotta look ahead, be positive. Ça claque plus de dire « j'ai un coach perso » que de dire « en ce moment, je vois quelqu'un ». Quand t'as un coach perso, t'as des allures de patron du CAC 40 qui peaufine son revers au tennis, modernise son look, se déplace dans une voiture noire aux vitres teintées. En vrai, c'est un Uber. Parce que le coaching, c'est démocratisé et c'est très bien. Un bon coach qui apporte un regard extérieur à une personne qui en a vraiment besoin pour surmonter un coup dur, vaincre ses peurs, atteindre ses objectifs, regarder moins de séries Netflix pour parler à son gamin. Je dis oui, surtout que la profession est de plus en plus cadrée. Il y a des formations, des certifications, mais pas obligatoire pour exercer en tant que coach. Et c'est là que pour nous les humoristes, c'est le paradis. Aujourd'hui, tout le monde peut être coach, avec rien. Même pas ton couteau, même pas... rien. C'est-à-dire que pour le moment, tu peux être en train de boire un verre avec ta meilleure pote qui vient de se faire larguer. Elle pleure, tu lui remontes le moral, et à la fin, tu lui dis « bah ça fera 200 € Camille ». Je t'ai pas dit ? Bah, je suis coach. Sur les réseaux sociaux, j'en vois tellement. Les gars qui ont maté 3 TEDx et une vidéo de Simon Sinek qui te propose une formation, apprenez à trouver votre pourquoi. Les gars qui ont fait un stage de 3 mois en community management dans une start-up foireuse et qui t'apprennent à trouver des vrais clients. En achetant leur best-seller qui a changé la vie de milliers de gens pour 3 € seulement. Si c'est un best-seller, vends-le 20 balles, pas 3 €. Surtout si tu me donnes des conseils en marketing. L'offre, la demande, ça te parle? Ces coachs qui partagent des citations à longueur de journée. N'arrête jamais de croire en tes rêves. Never give up. Avec en fond une photo floutée de l'Everest. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Les mecs te sortent une phrase que Nelson Mandela a pondue pour surmonter la violence, l'injustice, le racisme. Et ils te disent, utilise-la pour surmonter ton addiction au Nutella. Mais quand même, mention spéciale aux coachs motivationnels qui font de l'empowerment de groupe. Des gourous. Ils se filment en plein séminaire d'entreprise à chauffer 2000 employés, juste pour les chauffer, sur de la musique gospel. Alors les employés, ils ont pas le choix, ils se lâchent petit à petit. Jean-Claude, il pose son bloc-notes, il se lève et c'est parti. Oh, happy day. Oh, happy day. Il y croit, Jean-Claude. Il fait péter le bouton de chemise. Au cocktail, il est à 110% et 1 gramme. Sauf que le lendemain, c'est terminé tout ça. Jean-Claude, il rentre au bureau parler de procédure qualité. Oh, Kareem, you're so negative. No, I'm just French and singing happy day is not my culture. Michel Sardou, les serviettes, la chenille, yes. On va pas se mentir, il y en a qui font coach par pur narcissisme, qui projettent leurs idées, leurs souffrances sur le client alors que ça ne lui correspond pas. Tu sais, Anne-Sophie, ton burn-out, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai été recalé d'une école post-bac. Et ben, j'ai lu la biographie de Jack Ma, le milliardaire chinois. Et ça m'a redonné de la force. Arrête de pleurer, Anne-Sophie. Anne-Sophie, Jack Ma, Steve Jobs, Chuck Norris. Il y a des coachs qui parlent d'eux plus qu'ils n'écoutent leurs clients. L'autre jour, j'étais avec un gars qui était censé m'interviewer sur mon parcours d'ingé devenu humoriste, sur le stand-up. Et en fait, il m'a pas posé de questions. C'est-à-dire que pendant 1 heure, sans me laisser en placer une, il m'a raconté sa vie. Et à la fin, il m'a dit « Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir life coach. » Puis ben, ça fera 200 € Camille. Être coach, c'est une responsabilité. On fait pas de la thune en devenant coach comme ça. Si tu fais ce métier parce que tu as une expérience conséquente, un vécu et un recul dessus, un vrai sens de l'empathie, de l'écoute, si tu as vraiment envie de faire réfléchir les gens plutôt que leur donner des recettes toutes faites, pompées dans un bouquin de développement personnel venu tout droit des US, ok, fais coach. Sinon, respecte la profession. Et prends un coach. Allez, je vous fais la bise. Merci Karim.
Première question pour les deux coachs qui sont présentes. En quoi cette vidéo pourrait faire écho avec votre propre parcours de coach au sein de la fonction publique? Catherine, tu veux te lancer? Eh bien, ça résonne très fort. Tout est dit, en fait. Il y a énormément de choses qui sont dites. L'essentiel, le fait que c'est une mode, que c'est en train de fleurir absolument partout, que quelque part, ça résonne avec mes craintes de la déconsidération de la profession. Et ça résonne aussi avec le respect de la profession, parce que ça se termine par ça, en lien avec le professionnalisme, en lien avec... j'ai entendu plein de choses derrière ce qui a été dit sur la légitimité, la compétence. Je pense que on devrait passer ça partout. Voilà. Merci Catherine. Christine? Moi, je trouve qu'il y a un côté désopilant qui n'est pas fait pour me déplaire. Parce que c'est vrai que le coaching, on le fait avec nos tripes. Donc ça parle de posture. Donc posture, ça parle du corps, d'une attitude du corps. Donc ça passe par nous, ça passe par notre corps. Donc effectivement, c'est pas un métier comme les autres, et en même temps, c'est un métier qui n'a pas encore tout à fait sa place, mais qui est en train de prendre sa place. Donc on sait qu'on n'est pas complètement embarqué, mais en même temps, on sait qu'on est là. Et on est heureux, en fait, d'arriver aussi avec ce côté désopilant, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un ticket d'entrée, quelque part. Donc je crois qu'il faut... si on veut nous aborder avec une pointe d'humour, nous, on rentre avec une pointe d'humour. Mais je crois que... on surfe un petit peu sur cette vague-là, quelque part. Mais c'est vrai que c'est une question par rapport à la posture et à notre corps. Et c'est là que c'est pas un métier... Il n'y a pas beaucoup de métiers où on travaille avec son corps, en fait. Merci, Christine. Alors, François, toi, tu n'es pas coach. Et finalement, cette petite vidéo, elle pourrait être représentative d'un certain nombre de croyances qu'on peut avoir sur le coaching. Et j'aimerais bien avoir ton regard, finalement, de directeur de projet, de service accélération à la DITP. Alors, effectivement, je ne suis pas coach. Moi, mon métier d'origine, c'est le conseil en stratégie, que j'ai exercé 10 ans dans le privé avant de rejoindre l'État il y a maintenant 12 ans. Donc, ma compétence est celle-ci, accompagner les organisations dans la structuration de plans stratégiques, de transformation, de réorganisation ou de plans de performance. Ça, c'est mon métier d'origine. Et Karim Duval m'a déjà bien servi aussi dans une autre vidéo précédente que vous avez peut-être déjà vue tous sur les cabinets de conseil. Et avec la même acuité, il a souligné les avantages et tous les travers aussi de ces professions. Donc celle-ci, je pense, rétablit l'équilibre, tout le monde en a pour son grade. Moi, je vois la question du coaching, parce que j'y suis sensible très personnellement, à l'accompagnement humain des transformations depuis de nombreuses années, comme étant quelque chose de très très professionnel, en fait, qui doit être présent dans les grandes transformations que conduisent les administrations. Alors, à ce titre, on a besoin de compétences qui soient extrêmement professionnelles, de la même manière que quand un haut fonctionnaire parle à un haut fonctionnaire, on est sur des profils qui sont accrédités, reconnus, on va dire. Je ne sais pas dire certifiés, c'est pas le cas, mais en tout cas, on a besoin que les coachs qui travaillent à nos côtés dans des plans de transformation soient extrêmement professionnels, régis aussi par une déontologie sans faille, puisque c'est toujours la question, est-ce que c'est un psy, est-ce que c'est pas un psy? On voit qu'on flirte avec des zones sensibles sur lesquelles les prescripteurs ou les utilisateurs du coaching ont besoin d'être totalement rassurés. On est bien dans un environnement professionnel. Le coaching personnel existe bien évidemment, ou le coaching sur des thématiques personnelles dans le cadre professionnel existe aussi, mais je pense que on a besoin de choses qui soient très très encadrées. La vertu de la vidéo de Karim Duval, c'est justement de souligner ça. Pareil dans le conseil, il y a du conseil en art funéraire, du conseil en paysagiste, visagiste, etc. Donc là, tout le parallèle qu'il a fait sur le coaching est très juste. Si on se focalise sur le coaching dans la sphère professionnelle et en particulier dans la fonction publique, cette vidéo peut vraiment en creux faire ressortir tout ce dont on a besoin avec un très très haut degré de déontologie et d'excellence professionnelle. Merci. Alors moi j'ai retenu quelques mots de cette vidéo.
Le coaching est une mode, un coach et un psy. Le coaching se démocratise, les coachs se forment et sont certifiés. Le coaching peut être un gourou et la responsabilité du coach. Alors, au travers de vos parcours de coach, toutes les deux dans la fonction publique, qu'est-ce qui garantit finalement aujourd'hui cette juste posture du coach au travers peut-être de sa formation, au travers de son positionnement fonctionnel? Quelle est votre expérience? Christine, tu veux... Ton micro, Christine. Oui, la déontologie, effectivement, l'éthique professionnelle, la formation. Oui, ça va pas. Il est impossible, effectivement, d'exercer l'activité de coaching. Mais bon, je pense qu'on a pas mal vu le sujet tout à l'heure, sans avoir effectivement cette formation et sans savoir aussi d'où on coach, en fait. Hein. Puisque nous sommes le propre instrument du coaching. Donc, évidemment, on a une vigilance extrême, en fait, dans sa relation à soi aussi. Hein. Donc, ça, c'est vraiment important. On a la supervision aussi. Donc, la supervision est absolument nécessaire également. Supervision individuelle ou supervision collective. Quand on intervient avec des coachs externes, on a aussi cette prestation de supervision. Donc, on se fait coacher régulièrement. Et sans ces éléments de cadre et de supervision et de questionnement perpétuel, on ne peut pas pratiquer, en fait. Et c'est vrai qu'en général, on ne fait pas du coaching à 100% de son activité. On a beaucoup d'autres cordes à notre arc. Et c'est vrai que moi, je me pose régulièrement la question de savoir si... est-ce que je suis en capacité de coacher aujourd'hui? Est-ce que je suis suffisamment claire avec moi, tranquille, sereine, pour aborder une autre personne? Donc cette attention-là, je pense qu'elle est... Et cette écologie du coach, elle est essentielle. Outre les diplômes, les méthodes, les certifications, la supervision, c'est un questionnement personnel perpétuel. Donc ça paraît très grave, hein, comme ça, comme je le dis, hein, mais c'est important. C'est important. Alors, est-ce que cette même gravité, tu la partages sur cette posture, Catherine? Oui, sur la posture, je pense qu'il y a on parle souvent de la question du cadre et de la posture. Il y a une double... Il y a un double enjeu, c'est celui de son alignement perso en tant que coach, hein, d'où je parle, moi, coach, aujourd'hui, dans cet espace-temps de coaching. Et puis, il y a la question dans quel cadre, en tant que coach interne. Parce que coach interne, dans le système, en dehors du système. Donc, la question de la juste posture, elle se pose aussi là. En tant que coach interne, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être clairs en termes de fonctionnement, en termes de cadre général dans lequel j'exerce, en termes de conditions de l'exercice, qu'est-ce que je suis capable de poser et d'imposer. Donc c'est un peu en vrac ce que je dis, mais il y a vraiment tous ces éléments-là qui sont fondamentaux. Et il y a la question permanente de... Est-ce que je suis bien alignée? Est-ce que mon alignement, il est bien aussi OK avec le cadre général dans lequel on me demande d'agir? Est-ce que ça voudrait dire que finalement, la juste posture du coach, c'est celle que le coach se donne lui-même en pleine conscience, en pleine honnêteté dans son professionnalisme, dans sa pratique? Ou est-ce que c'est le système qui est là pour être le garant de cette juste posture? Alors, le coach lui-même, et alors, là d'où je vais parler, là, c'est à la fois de mon rôle de coach et de ma responsabilité de chef de pôle. Et il est clair que je dois parler depuis les deux à la fois. Et donc, en tant que responsable de pôle et coach, je me dois d'être en mesure, encore une fois, de poser ce cadre de responsabilité. Je dois être en capacité de dire oui, non,
dois être en capacité d'imposer les éléments de la déontologie du coaching. Ça veut dire concilier la déontologie de la fonction publique et celle du coaching, par exemple. Et c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est quand je coach, pour qui je travaille, pour le système, pour le coach, comment je positionne tout ça. Et ça, c'est quelque chose c'est un questionnement permanent. Quand il y a des ongles morts, je vais les poser chez mon superviseur ou avec mes collègues. Mais il y a cette réflexivité permanente sur ce que je suis en train de faire et comment je le fais et pourquoi je le fais, qui est peut-être une particularité de la juste posture du coach interne dans la fonction publique. Merci Catherine. Tu veux ajouter quelque chose, Christine ? Non. C'est très bien formulé. Je préfère une autre question. François, alors, savoir dire non de temps en temps. Savoir dire non. Ouais, écoute, tu le fais très bien, bravo. François, cette thématique de ton regard de non-coach, même si je comprends que ces problématiques du coaching t'intéressent, finalement, cette problématique posée 10 ans après, coaching, imposture ou juste posture, est-ce que ça t'étonne, j'ai envie de dire, qu'on en soit encore là ? Oui. Oui, ça m'étonne parce que j'ai le sentiment, alors je n'étais pas là il y a 10 ans, enfin si j'étais là, mais pas dans cette enceinte en tout cas. Ça m'étonne parce que il me semble que le coaching aujourd'hui est pratiqué par des gens, comme le décrivaient un petit peu mes deux collègues, très professionnels, très attentifs, avec un cadre déontologique vraiment robuste, une supervision néanmoins. Donc en fait, je pense que le problème, il n'est pas du côté des coachs, il est du côté de ceux qui les emploient, de ceux qui les utilisent, ou de ceux à qui on suggère de les utiliser, pour être plus précis, avec cette incertitude, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et on revient sur la caricature de Karim Duval, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin ? À quoi ça va servir ? Etc., etc., etc. Si on fait le parallèle avec mon métier d'origine, celui de consultant, alors lui, il existe ce métier depuis plus d'un siècle, porté par des grandes entreprises, etc., etc. Donc on sait ce qu'on a quand on est face à des cabinets de conseil. On ne sait pas vraiment ce qu'on a quand on est face à des coachs. Que ce soit des coachs internes à l'administration, alors là, il y a quand même un tiers de confiance ce sont des fonctionnaires ou des agents publics, donc on sait qu'on peut leur faire confiance. Mais quand on est face à des entreprises, des cabinets de conseil, des prestataires, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver, on ne sait pas qui c'est associé, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne connaît pas vraiment leurs références. C'est une galaxie de petites entreprises, parfois unipersonnelles ou parfois des entreprises qui fonctionnent uniquement par réseau. Donc c'est très compliqué de pouvoir garantir finalement la projection d'une image assez homogène sur ce qu'est cette compétence de coach. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a tendance, et ça j'en ai fait l'expérience dans les projets de conseil sur lesquels j'ai rajouté des composantes de coaching dans la durée pour faciliter l'exécution de la réforme ou l'acceptation de transformation. Le mot coaching, en fait, n'est pas forcément éloquent. On s'est beaucoup posé la question au sein du service accélération. On a passé des heures avec Aurélie à chercher le nom de l'offre de service qu'on pourrait porter. Et là, je ne parle pas du coaching individuel de personnes pour des problématiques personnelles, mais plutôt le coaching de transformation, c'est-à-dire coacher des individus, membres de comités de direction, chefs de service, sous-directeurs à porter une réforme, ou éventuellement des communautés d'agents, mais pas des coachings individuels pour des questions de performance. Dans ces moment-là, le mot coaching, eh bien finalement, traîne derrière lui tout ce que Karim Duval a explicité. Et c'est très difficile de se figurer précisément ce que vont être, pour une part, des séances hyper pointues avec un directeur général ou avec des membres du CODIR, des séances d'intelligence collective avec toute une communauté, des séances plus originales, plus récréatives, qui ne sont pas réellement du coaching au sens une séance normée, mais qui sont des modalités de faire extraire d'une organisation ou d'un groupe des potentialités qui n'étaient pas avérées avant qu'il y ait ce type d'atelier. Donc je dirais il y a aussi cette difficulté à comprendre ou à faire comprendre donc aux gens qui utilisent, qui sont face à des coachs ou face à du coaching, que le mot coaching n'est pas forcément le bon. Voilà.
Alors on a trouvé quelque chose au service accélération, on appelle ça accompagnement humain des transformations. Alors ça a ses limites, hein. Avec Aurélie, Thierry et Juliette et puis Thierry Lambert, on a passé des heures à retourner le Rubik's Cube dans tous les sens. Pour l'instant, voilà, on a atterri sur accompagnement humain des transformations. Ça permet de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Et on précise que ça fait appel à des compétences de coach, à des compétences aussi qui peuvent être autres, comme l'animation de co-développement, comme de l'intelligence collective, etc. Voilà la remarque que je pourrais faire par rapport à ta question, Guillaume. Merci François. Christine, justement par rapport à ces croyances que peut avoir le prescripteur sur ce que peut être le coaching, est-ce que toi, c'est des choses que tu as rencontrées et comment tu peux finalement simplement expliquer à tes interlocuteurs ce qu'est le coaching pour pouvoir les embarquer finalement dans cette aventure? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait François. Effectivement, c'est la difficulté, c'est d'avoir cette relation de confiance, en fait, hein, qu'on essaye de mettre en œuvre avec notre coaché ou avec notre équipe à coacher. C'est déjà par rapport à un commanditaire, par rapport à une commande, de faire comprendre ce qu'on peut faire, quels sont les modes opératoires, principes actifs, livrables, entre guillemets, et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai que ça, avec les mots du coaching, qui sont très, très connotés dans un domaine un peu philosophique, sociologique, psychologique, c'est pas si simple en fait, parce qu'on n'a pas forcément le langage en fait approprié à la demande du commanditaire. Donc c'est vrai qu'on est obligé de faire un exercice de style assez complexe pour nous. Et le mieux, c'est d'avoir en face de nous des gens qui ont eux-mêmes été coachés, donc notamment dans les prescripteurs, et de leur proposer en fait des expérimentations de coaching. Moi, c'est ce que j'ai fait au ministère des Armées. Vous ne savez pas ce que c'est que le coaching, donc je vous propose d'en bénéficier et d'en faire bénéficier effectivement vos cadres. Et ça a plutôt bien fonctionné pour assurer en fait la confiance dans le principe actif du coaching qui va intervenir non pas sur un objet de transformation, mais sur la relation que la personne a avec cette transformation. Donc c'est vrai qu'en général, on demande un peu un principe utilitariste du coaching qui va être effectivement comment est-ce qu'on peut arriver à une performance avec le coaching, une performance supplémentaire, une performance augmentée. Et nous, c'est pas du tout notre discours. Notre discours, c'est effectivement, mais il y a une personne ou des personnes en phase de cette transformation. Donc comment elles sont avec cette transformation? Quelle est leur relation avec la transformation? Donc nous, ce qu'on coach, c'est la relation avec la transformation, pour pouvoir embarquer, in fine, mais non pas avec l'objet de transformation. Et ça, réussir à faire comprendre ça, moi je trouvais que la meilleure solution, c'est de faire appel à des personnes qui ont été coachées, comme la jeune femme qui était ici tout à l'heure à ma place, et de les faire parler de leur récit de coaching. Je crois que c'est la meilleure option, puisque nous, on en parle avec un discours en langage, une conviction, voire même une passion parfois, qui peut faire un peu peur, qui peut faire se réveiller un petit peu la question de l'imposture. Mais qui est cette personne avec cette passion, avec cette conviction chevillée au corps? De quoi nous parle-t-elle? Donc on est obligé de redescendre un peu sur terre, ce qui n'est pas forcément simple pour nous, mais on sait qu'on doit faire cet exercice de structuration, de clarification de la demande, de la projection vers l'ambition de la personne. Et là, on va arriver par petites touches à expliquer que nous, on va travailler dans les interstices de ça. Et on va aller dans ce qui ne se dit pas, dans le soft intangible, dans ce genre de choses. Et là, on commence un peu à se faire comprendre. Mais en fait, c'est à chaque fois à reprendre en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous, de sa commande, de la manière dont il va exposer sa demande, comment on va la recevoir. Et c'est là que se situe la rencontre, en fait. Mais c'est vrai que faire des présentations, par exemple, de PowerPoint, quand on est coach, ce qui nous est demandé parfois, c'est pas simple. On a besoin d'être dans la rencontre, puisque c'est ça notre métier. Notre métier, c'est la rencontre, pour pouvoir rencontrer la demande, le besoin, et montrer qu'on peut être sur ce chemin-là. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair ce que je dis, parce que... On va passer la parole à la salle ensuite, donc on verra s'il y a des clarifications à demander.
Catherine, toi, tu diriges le pôle coaching du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est, je crois, historiquement le premier ou l'un des premiers. Est-ce que il y a des choses qui ont changé, en fait, sur ces 10 dernières années, dans le regard que peuvent avoir les prescripteurs, justement, par rapport à l'utilité ou le service que peut rendre ce pôle? Si tu veux nous en parler. Alors, oui, on n'est pas les premiers. Les premiers, c'est nos petits camarades de l'environnement. Mais on les a suivis de peu et ils ont été un modèle pour nous. Et ils ont progressé en force et en compétences. Donc oui, en 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Depuis il y a un gros changement là depuis 3 mois, pas tout à fait, qui est que il y a eu un cheminement qui s'est fait. Au départ, il y avait le coaching individuel d'un côté et puis l'accompagnement collectif de l'autre. Et l'accompagnement collectif, comme tu le disais François, c'est quand même quelque chose de très composite. À l'époque, on disait coaching collectif. Moi, la première, je ne sais pas trop ce que c'est parce que c'est assez compliqué. Il y a des tas de trucs indéfinissables. On ne sait pas faire. Donc, on va externaliser le collectif et puis on gardera l'individuel en interne. C'est beaucoup plus clair. Et puis, au fil du temps, les deux pôles se sont éloignés l'un de l'autre et ont vécu leur vie. Et quand je suis revenue il y a 3 ans, le constat qu'on a fait avec Marie-France, c'est que c'était pas cohérent du tout. Qu'il n'y avait pas cette capacité, cette nécessité d'avoir une approche globale, systémique. Et pour nous, c'est vraiment, enfin, en tout cas, nous, c'est la vision qu'on a au ministère de l'Agriculture et qu'on porte, c'est la nécessité d'avoir une vision d'ensemble, systémique. C'est quoi la demande? C'est quoi le besoin? Et de travailler là-dessus. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, on peut avancer dans ce qu'on est capable de mettre en place. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent se mettre en mouvement ensemble. Et ce qui a changé en 10 ans, ou en tout cas ces derniers temps, c'est qu'il y a eu cette prise de conscience de la nécessité d'avoir une approche globale d'une situation, d'un projet, d'une demande à l'échelle, que ça soit au niveau d'un individu ou d'une structure, parce qu'un individu, il est dans son système relationnel, donc on va aller regarder tout partout. Et ça a conduit à faire évoluer le pôle vers un pôle qui s'appelle le pôle accompagnement du management des services, et qui est une sorte de guichet unique des demandes d'accompagnement, ce qui permet non pas de tout bouffer, mais déjà quelque part de garantir cette approche globale et d'aller chercher nos collègues sachants dans d'autres domaines si besoin. Donc c'est vraiment l'une des choses qui a changé. Ce qui est rassurant, c'est de voir que nos collègues d'autres pôles, à la fois plus récents ou qui sont en train de mettre en place des dispositifs, quand on réfléchit tous ensemble, évoluent vers cette même vision des choses. Donc, on n'a du coup pas l'impression d'être complètement planté là-dessus. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est une forme de banalisation du coaching. En un sens, c'est aidant parce que on n'est pas sans cesse remis en question en tant que... Enfin, le besoin de coaching n'est pas systématiquement remis en question, au contraire. Mais pour autant, on ne sait toujours pas ce que c'est. Enfin, nous, on voit bien que c'est compliqué de faire passer ce que c'est. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec nos collègues coachs externes. Il nous semble qu'il y a vraiment un travail de pédagogie à conduire. Et sans doute la pédagogie par l'exemple, comme tu le disais, Christine, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui en ont bénéficié pour franchir un cran dans la compréhension de ce que font des structures comme les nôtres et à quoi elles servent aujourd'hui.
Merci beaucoup. Dans la petite vidéo, il a parlé de psychologue. Alors, le coach n'est pas un psychologue. Et pour autant, on a quand même l'impression que cette profession de psychologue dans la fonction publique, aujourd'hui, elle est admise partout. Il y en a dans toutes les administrations. Elle a pris sa place sur un champ, notamment souvent de la qualité de vie au travail. Et qu'elle, elle n'est pas... elle est légitime. Et en t'écoutant, il faut toujours sans cesse refaire ce travail de pédagogie. Pourtant, je rappelle que depuis 2017, il y a un emploi à référence de coach interne dans la fonction publique qui a été intégré au répertoire interministériel des métiers de l'État. Et pour autant, et c'est un peu l'écho de ce que tu disais, 10 ans après le premier guide du coaching dans la fonction publique, on est toujours dans cette question de la légitimité du coach. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une autre question. Finalement, si on devait se revoir dans 10 ans, quel serait le titre de la table ronde que vous voudriez voir posée? Si vous avez des idées dans la salle, n'hésitez pas. Déjà, il n'y aurait pas une table ronde sur le coaching imposture ou juste posture. Voilà, si déjà la nécessité de ce genre de table ronde, au sens où on a posé la question, posture ou juste posture en termes de positionnement, parce que la question du positionnement dedans-dehors, par exemple, elle est éternelle et il est important qu'elle continue à se poser, sinon ça pourrait être dangereux. Après, je ne sais pas, qu'est-ce que... Tu as une idée, Christine ? Moi, je me dis effectivement que cette question qu'on se pose là, en fait, c'est la question. C'est normal que nous ayons cette question là où nous en sommes par rapport aux organisations qui sont devant nous, qui prennent du coaching ou pas. Elles sont assez peu nombreuses en fait à tenter l'aventure du coaching. Où effectivement le responsable d'une équipe, d'une organisation va finalement se mettre dans une situation aussi de son propre questionnement. Et c'est quand même assez rare aujourd'hui. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on se pose la question de posture ou imposture. C'est parce que c'est notre relation avec cet objet de coaching dans les organisations qui, aujourd'hui, est encore en questionnement. Mais c'est vrai que dans 10 ans, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne pose plus du tout la question dans ces termes-là. Et puis, peut-être que le coaching ne s'appellera plus coaching. C'est possible. Moi, j'ai appelé mon pôle, le pôle développement managérial et coaching, l'occasion de faire une pause managériale. Donc, l'occasion, effectivement, de faire un arrêt sur image par rapport à l'intensité de l'activité, à l'accélération, effectivement, des modes de travail, au nomadisme, tout ça. Je pense que c'est ce besoin de pause et de regarder l'intérieur de soi. Aujourd'hui, c'est le coaching qui permet cet espace-là, cet espace de rupture, cet espace de liberté, cet espace autrement, cet interespace. Et donc, ce que j'ai en rêve, c'est que demain, on soit tous en pause managériale, très régulièrement, comme on dort toutes les nuits, et que ça soit complètement naturel, en fait. Et là, il n'y aura plus de questions de coaching ou de... Après, ça m'indique aussi quelque chose pendant un long moment. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait mes études de coaching, c'était au début des années 2010, on parlait de la posture de manager-coach. Et donc, du coup, qui voudrait dire que le coaching, c'est pas vraiment un métier, mais que c'est plutôt une posture. Et c'est vrai que moi, ça me titille depuis tout à l'heure. On parle de posture pour les coachs, on ne parle pas du tout de posture pour les autres métiers. Est-ce que c'est vraiment un métier à part entière ou est-ce que c'est quelque chose qui est sur la place publique et tout le monde s'en empare? C'est un peu le sentiment que j'ai parfois. Et donc, oui, moi, dans 10 ans, ce que je vois, c'est en fait une espèce de constellation interministérielle qui pourrait effectivement proposer pour tous les agents publics et pas simplement les cadres supérieurs ou cadres dirigeants, cette possibilité de pause et d'interstice, en fait, par rapport à son professionnel, par rapport à sa manière d'être, à ses changements de cap, etc. Et je pense que ça serait bien porté si c'était effectivement sur une surface beaucoup plus importante, qui est la surface interministérielle, avec des sous-cultures,
Moi, j'ai la sous-culture armée, mais dans l'armée, il y a plein d'autres sous-cultures. Et donc, avoir effectivement cet arrimage culturel qui nous permettrait effectivement d'arriver avec cette diversité. Et puis, pourquoi pas le consulting avec nous, ce genre de choses. Donc, quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus libre, où on ne se pose pas la question de la légitimité ou de la posture ou de l'imposture. En coaching, on pose un cadre et on n'impose pas un cadre. Donc, posture, imposture, c'est comme poser et imposer, en fait. Hein. On sait très bien qu'on pose les choses, mais on n'impose pas les choses. Et donc, mais quelle est la frontière entre poser et imposer? Elle est quelquefois bien mince, en fait. Et c'est là qu'on est. On est dans ces frontières-là, nous. Merci pour Voilà, j'ai un peu, orientation philosophique. François, ton regard à toi. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, je trouve que le titre de la table ronde, posture ou posture juste, finalement, c'est un peu un titre provocateur évidemment, mais qui fait aussi état d'une certaine forme de fausse modestie, je trouve. L'imposture voudrait dire nous ne sommes pas légitimes pour faire ce que nous faisons, il y a des charlatans dans la profession, en tout cas c'est l'image que ça donne. Or, je pense que c'est absolument pas le cas. Je crois que la plupart des coachs de l'État, en tout cas internes, sont certifiés. Ceux qu'on emploie via des prestataires le sont également. Je pense qu'il n'y a pas de question. Si vous saviez les diplômes et les absences totales de certification qu'ont certains consultants qui font faire à nos dirigeants un certain nombre de choses que je ne qualifierais pas, vous perdriez tout complexe par rapport à cette question de légitimité. Ça, je crois que c'est très très clair. Donc le titre, à mon avis, voilà, on en parle aujourd'hui, mais dans 10 ans, on n'en parlera plus. Ce que je pense en revanche, c'est que le coaching aujourd'hui, pour la perception que j'en ai, est encore très empreint de ses outils, de son jargon, de ses techniques, de ses méthodes, de ses manières de faire, et que j'ai pu percevoir à plusieurs reprises en discutant avec des coachs internes ou externes, qui sont encore un peu décorrélés des vrais besoins. Prenons par exemple des directeurs qui ont besoin de coaching dans leur direction. Pas forcément que le directeur, hein, je simplifie. Ça peut être des chefs de service ou des sous-directeurs. Voilà. Et il me semble qu'un grand pas sera franchi quand quand l'administration française aura mieux digéré. Je rebondis un peu sur ce que disait Christine. Quand ces compétences-là seront plus regardées comme ça, mais auront été assimilées. Si je fais le parallèle toujours avec le conseil, il y a une douzaine d'années, quand les consultants sont arrivés assez massivement à l'occasion de la mise en œuvre de la RGPP, c'était vraiment des corps étrangers. Aujourd'hui, tous les ministères ont leur pôle de conseil interne. Aucun responsable n'hésite à faire appel à des consultants quand il en a besoin, voire même quand il n'en a pas vraiment besoin. La chose est passée dans un mode décomplexé. Et je pense que pour le coaching, il y a deux pistes. Il y en a une qui est sortir un petit peu de cette vision très technique, en fait, et se poser aux vrais besoins des organisations qui sont en train de se transformer, et essayer aussi, et ça c'est un des travaux que j'essaie de faire avec le service accélération, bien de montrer, donc par l'exemple, ce que une équipe de coach binomée avec une équipe de consultants permet de faire pour aller plus loin dans l'exécution d'une réforme, dans sa mise en œuvre, que ce soit pour aller plus loin avec plus d'ambition, que ce soit pour qu'elle soit mieux acceptée, pour qu'on ait l'impression que chaque personne dans l'organisation ait pu être au moins une fois entendue, ait pu s'exprimer, ait pu exprimer son malaise, et puis essayer de trouver des solutions, soit seul, soit grâce avec ses collègues, à une nouvelle posture managériale qu'il doit adopter suite à une transformation, etc., etc., etc. Donc je pense que la prochaine étape c'est une meilleure assimilation encore et une meilleure intégration aux projets finalement qui sont les produits, un peu les produits dérivés, mais presque au sens mathématique, quoi, au sens où on est là pour aider quelque chose qui se fait par les organisations qui sont porteuses des politiques publiques. On n'est pas là, nous, pour imposer, nous, consultants ou coachs, notre vision des choses parce qu'on pense que ce serait mieux si on était là. Non, on est là pour accélérer, pour transformer, pour faciliter, pour mieux faire passer des choses. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'on peut imaginer dans 10 ans une table ronde sur, qui sont tous ces accompagnants, ex-coach, ex-consultants, ex-je sais quoi, qui facilitent les transformations et la vie des organisations quand elles traversent des tempêtes.
Merci. Et peut-être que le métier de coach aussi, c'est participer à un cercle vertueux de la prise en compte de la ressource la plus importante de nos organisations, qui est celle qui est composée par les femmes et les hommes qui y travaillent. Alors, moi, j'ai entendu pédagogie, j'ai entendu déconstruction de croyances, j'ai entendu rassurer, j'ai entendu la démonstration par l'exemple. J'aurais envie de passer la parole à la salle. Peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez envie de réagir par rapport à ce que vous avez entendu. La parole vous est donnée. Oui, Véronique? Alors, tenez, il y a un micro. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. J'aime beaucoup l'accompagnement humain des transformations et je fais le lien avec la pédagogie et en me disant que peut-être qu'avec aussi les beaux témoignages qu'on a eus tout à l'heure, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que peut-être que là aussi, comme c'est une approche systémique, la communication peut aussi entrer en ligne de compte et si la communication peut nous aider à restituer au sein des ministères ou en interministériel ou avec l'aide de la DITP, des beaux témoignages comme ça, peut-être qu'à un moment donné, ça va être assimilé, intégré, le fait que c'est un formidable outil d'accompagnement humain des transformations, tout simplement. Merci Véronique. Allez-y, sentez-vous libre. Permettez-vous. Bonjour, moi j'aimerais vous poser une question. En réfléchissant au titre qu'on pourrait donner dans 10 ans, je me suis posé la question des indicateurs qu'on regarde aujourd'hui beaucoup sous la lorgnette des résultats, qu'on pourrait regarder peut-être autrement. Et j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes, vous, de cette réflexion sur les indicateurs. Merci beaucoup. Alors, une question difficile peut-être. Est-ce que vous souhaitez apporter... Alors moi, je peux vous faire un partage d'expérience, puisque j'ai la chance d'animer une mission qui ne s'appelle pas coaching, qui s'appelle accompagnement managérial et développement professionnel. Et on intervient beaucoup, notamment dans l'accompagnement des élèves magistrats. Et on a développé le coaching il y a maintenant 3 ans, en partant d'une expérimentation, un petit échantillonnage, et puis on l'a généralisé. Et dans nos rapports d'activité, finalement, qu'est-ce qu'on peut donner à voir à nos autorités? C'est le nombre d'accompagnements qu'on a pu faire, et puis peut-être les taux de réussite des personnes accompagnées au regard des taux qui étaient ceux qu'ils étaient lorsqu'il n'y avait pas de coaching. Mais pour autant, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est véritablement un indicateur? Parce que le coach n'est pas responsable de la réussite, c'est le client qui sait. C'est le client, on vise l'autonomie en coaching. Donc, en fait, l'indicateur, il est extrêmement difficile à définir, puisque le coaching n'est qu'une composante, l'accompagnement n'est qu'une composante de l'atteinte de l'objectif du client. Tu voulais ajouter Non, je suis dans la même veine que toi. On a un indicateur d'usage en fait du coaching et un indicateur de satisfaction de l'expérience de coaching. Après, moi, je suis dans un grand ministère, donc effectivement, on a aussi la surface de coaching par rapport à la population d'encadrement. Bon, ça, c'est aussi un indicateur intéressant. Mais on n'a pas d'indicateur de performance, comme disait Guillaume, puisque nous, ce que tous les coachs cherchent à faire, c'est opérer une prise de conscience, donner envie de rendre la personne intentionnelle dans ses objectifs. Et puis, tout ça, de le faire en la rendant autonome de ses propres actions. Donc, on travaille vraiment sur le savoir-être, la posture, le leadership, si on a quelqu'un qui est en position de leadership. Mais effectivement, ça peut être une séance, 2 séances, on peut se dire au revoir. Enfin, tout est possible, mais le fait, c'est d'être là, en fait, d'être présent et d'avoir cette offre avec différents formats, en coaching bipartite, tripartite, sous toutes ces formes individuelles, collectives ou en groupe de pairs. Mais déjà d'être là, d'être présent et de pouvoir demander un appui, de demander de l'aide.
Déjà, moi, ça, c'est un très bon indicateur quand je vois que des militaires, par exemple, sont OK maintenant pour demander un soutien, un appui, un défi, mais de demander, en fait. Ne serait-ce que de demander, puisqu'on est quand même dans des situations où, ça a d'ailleurs été dit dans la vidéo de Karim, ils n'ont pas le choix. Mais justement, si, on a le choix. Si on vient vers le coaching, il n'est pas au rang, effectivement, d'un éventail d'offres obligatoires. Il est choisi, en fait, délibérément, pour faire quelque chose pour soi, qui aura un impact sur l'organisation. Donc c'est pour ça que les indicateurs, moi je suis restée très prudente. J'ai dit, voilà, j'ai deux indicateurs que je peux vous donner. C'est l'indicateur de suivi sur la surface de coaching et l'indicateur de satisfaction, où ceux qui ont bénéficié du coaching vont être questionnés sur est-ce qu'ils ont atteint leur objectif, est-ce qu'ils ont eu les moyens de mettre en œuvre leur objectif, etc. Mais je m'arrête là pour le moment. Je ne sais pas faire autrement pour le moment. Voilà. Catherine. Oui, c'est un débat, effectivement, les indicateurs. Je pense que ce qui pourrait changer, c'est que le terme de performance soit plus un gros mot, ce qui permettrait de travailler sur les indicateurs. Mais ça ne peut se concevoir qu'au niveau collectif, me semble-t-il, c'est-à-dire quelle est la performance d'une organisation et en quoi l'action du coaching est-elle susceptible d'y contribuer. Voilà, donc c'est un vaste sujet. C'est peut-être que dans 10 ans, si on est en mesure de poser ces questions-là comme ça, on aura progressé. Oui, François. Ouais, je ne sais pas s'il y a de réponse absolue dans les prestations intellectuelles internalisées comme les nôtres sur ça, au-delà des indicateurs classiques de productivité, mais qui me semblent tout à fait déplacés par rapport à l'objet dont on parle ici. Enfin, au sens où un chef de pôle pourrait se dire, voilà, j'ai 10 coachs, ils sont staffés à 92%, donc je suis content, super. Non, mais c'est ça aussi un indicateur de performance classique, c'est pas très intéressant. Moi, je pense que c'est très difficile. On peut avoir des indicateurs de moyens, savoir combien on a de pôles, combien on a de coachs, combien sont à certains niveaux de certification ou en formation ou des années d'expérience, je sais pas, ça on peut le mesurer, donc on aurait plutôt une appréciation par indicateur qualitatif sur ça, et peut-être aussi se nourrir par un indicateur qui serait un feedback systématique, une évaluation systématique des prestations qui sont proposées, quel que soit leur format d'ailleurs, individuel, collectif, etc., pour avoir une certaine forme de taux de satisfaction et pouvoir se dire finalement dans 10 ans, ben voilà, ou même plutôt dans 2, l'ensemble des coachs de l'État, statistiquement, voilà quelle est qualitativement sa composition et voilà comment sont appréciés par nos collègues qui sont dans des situations de besoin, comment est appréciée la qualité de ce qu'on fait. Donc, je dirais que c'est plutôt un indicateur de qualité, puisqu'on n'ira jamais mesurer, finalement, l'impact des 5 minutes d'une discussion pendant 1 heure qui vont faire pivoter un directeur sur une prise de décision majeure. C'est inqualifiable, inquantifiable. Enfin, c'est totalement qualifiable, pardon, mais c'est totalement inquantifiable. Et on ne va pas dire ce coach a été productif 5 minutes, puisque c'est là où s'est déclenché la chose. Donc, je pense qu'il faut plutôt raisonner sur globalement, un peu ce que disait Catherine, comment est-ce que la présence de coachs bien organisés, bien cadrés, avec toutes les règles déontologiques, etc., tout ce qui marche bien, au bénéfice du fonctionnement de l'ensemble de l'administration. Et c'est peut-être ça qu'il faut suivre un petit peu, comment on fait évoluer qualitativement l'ensemble des ressources gréées pour cette compétence. D'autant que si on parle de l'évaluation du coach en fin de processus, si on est dans un contrat tripartite, potentiellement l'indicateur a été posé avec le prescripteur, donc on peut évaluer si les objectifs sont atteints. Et en même temps, nous, dans les formulaires d'évaluation qu'on envoie à nos coachés, il y a évidemment tout l'aspect dispositif, professionnalisme du coach, disponibilité, est-ce qu'il conseillerait à quelqu'un d'autre d'en bénéficier, mais il y a aussi la partie est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et parfois on peut être au vert sur tout, mais sur l'atteinte des objectifs, on n'est qu'à mi-parcours en fait, et finalement être à mi-parcours, est-ce que ça veut dire que ça a été un bon coaching, en sachant que le coach n'est qu'un accompagnateur,
Et voilà. Donc, quelle est l'évaluation aussi du client sur son propre investissement? Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué, en fait, d'identifier. Mais tu voulais ajouter quelque chose? Pour rassurer effectivement les personnes qui ont mis en place ces dispositifs de coaching, le fait de faire un bilan annuel, par exemple, avec la volumétrie de personnes coachées, la surface du coaching en fonction des directions, le taux de satisfaction des coachings, ça rassure beaucoup et on extrait aussi des verbatims, donc anonymisés, bien sûr, des questionnaires. Et ça, la parole du coaché, c'est ce qui a vraiment ce qui a le plus de valeur et ce qui est le plus signifiant, et c'est de pouvoir extraire et de demander à des gens de temps en temps de témoigner. Dans quelques temps, nous on va faire un grand événement pour célébrer en fait les dispositifs d'accompagnement et de coaching du ministère des Armées. On va faire intervenir des témoins qui ont traversé cette expérience de coaching et qui vont montrer qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue introspectif, rétrospectif et prospectif. C'est leur parole en fait. C'est ça la valeur, elle est véritablement là. Parce que nous, évidemment, on dit, voilà, nous sommes formés, diplômés, nous savons comment faire, nous savons faire un entretien de clarification de votre ambition, et puis tout le reste. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment l'usager, comment il l'a perçu, comment il restitue. Et là, on va faire un événement 5 ans après. Donc, on va voir aussi les personnes qui ont commencé avec nous ces dispositifs, où ils en sont maintenant. Et est-ce qu'ils continuent d'aller vers le coaching après leur passage de cap? Est-ce qu'ils le recommandent à leurs collaborateurs? Voilà. Là, c'est là qu'on voit que culturellement, on existe. Et c'est plus la question de l'imposture, mais c'est la question de comment je vais faire pour avoir un coaching, quoi. C'est peut-être la politique du petit pas, le fait d'insuffler cette culture de l'accompagnement dans nos écoles aussi, auprès de nos futurs cadres dirigeants, qu'on peut développer la possibilité de dire ouais, je peux me faire accompagner. Ça fait partie du plan en fait. Voilà. Il est presque 17h. Est-ce que vous auriez une dernière question? Oui, Isabelle, je te vois. Non, je le mettrai. Alors, je ne parlerai pas d'imposture ou de juste posture, puisque pour moi, les coachs ne sont pas des imposteurs, et que je suis certaine que nous avons tous la juste place et la bonne posture. Ma question, elle est pour dans 10 ans, et j'espère même avant. C'est quelle organisation, ma question serait ça, quelle organisation mettre en place en interministériel, voire interfonction publique, pour répondre à l'ampleur des demandes de coaching que nous allons avoir? Merci Positive. Isabelle. Alors, si quelqu'un a un mandat pour parler sur cette proposition, qu'il se lève. Ce serait quelle organisation imaginer dans ce cas-là? Merci Isabelle. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure en rêve, hein. Mais effectivement, enfin, nous déjà on mesure, hein, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur la balle, entre guillemets. Et donc on mesure effectivement le chemin parcouru entre quand on était tout seul et qu'on essayait de prêcher un peu dans le désert et qu'on commençait à acheter du coaching. Moi, j'ai commencé à acheter du coaching effectivement pour l'accompagnement à la reconversion des officiers du ministère. En me disant il faut qu'on sorte de l'approche conseil où on a tout prévu pour eux, toutes les solutions à l'avance, et qui se posent les questions sur eux-mêmes de ce qu'ils vont devenir et comment ils vont le faire. Donc là maintenant, on est sur des process d'accompagnement sur quasiment toute la ligne managériale, et en plus de ça, on intervient dans le champ organisationnel. Donc je trouve que on a fait un bond majeur tous ensemble. Après est venue la DITP. Avant, on avait GMAP, un collectif cohérent qui serre les coudes, qui regarde dans la même direction et qui est l'exemple que nous avons aujourd'hui. Et ça n'a pas de prix, c'est hyper précieux. Donc je trouve qu'on a énormément évolué et qu'on peut encore aller beaucoup plus loin et oser avoir l'audace de dire oui, on voudrait effectivement que ça se fasse à un niveau interministériel, parce que ça serait pris en compte à un autre niveau aussi, donc on aura un sponsoring plus fort, sans perdre notre culture originale de là d'où on coach. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles.
Et à mon avis, moi je suis absolument intimement persuadée, pour l'avoir vécu dans d'autres activités, que c'est possible. Catherine, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais je pense que là, il n'y a rien à rajouter, enfin, de mon point de vue. C'est parfait. Écoutez, merci à chacune et chacun d'entre vous. Et puis merci au public pour leurs questions.